je me présente comme d'habitude. Donc je suis Mickaël Pereira, donc consultant IT chez CNR Informatique, et notamment donc avant-vente pour la gamme des produits donc de chez Kerio, Kerio Connect, Kerio Control, l'UTM Firewall, Kerio Operator, le serveur de téléphonie VoIP. Et aujourd'hui, donc, notre webinaire va se reposer sur le serveur de messagerie Kerio Connect, et le sujet, celui-ci, donc ça sera, on va voir comment essayer, du moins, alors au mieux, de protéger donc son serveur Kerio Connect contre le spam et des intrusions. Donc, quand je parle d'intrusion, bien entendu, ce sont des intrusions malveillantes provenant potentiellement de cybercriminels, pour éviter en fait que son serveur de messagerie soit compromis. Donc l'agenda, donc on va voir un petit aperçu déjà de ce qu'est le spam, parce que ça maintenant aujourd'hui c'est vachement intéressant de définir en fait réellement ce qu'est un spam, étant donné que voilà en fait la définition d'un spam en fait évolue de jour en jour, d'année en année en fait, avec les nouvelles techniques et puis avec tout simplement en fait l'effervescence qu'on peut voir au niveau, bon ça date déjà un petit peu, mais de l'utilisation finalement email que l'on fait en fait des entreprises, vu que le mouvement internet tend de plus en plus en fait se démocratiser, on peut voir maintenant avec des nouvelles startups de l'application mobile. Donc tout ça pour dire que l'email maintenant est devenu vraiment critique, même plus critique en réalité que par exemple la téléphonie dans une société. Et donc c'est pour cela que maintenant, vu qu'on va utiliser beaucoup plus l'email, donc n'importe quelle société, des emailing, etc., la définition finalement de ce qu'est un spam, etc., évolue. On va voir aussi les motivations et les tactiques des différents spammers, certains profils. C'est intéressant et puis plutôt drôle finalement à voir certains profils de spammers. On peut voir que certains pensent à des scénarios dignes de braquage en fait. Célèbre, c'est vraiment impressionnant, et donc l'impact bien entendu sur le business que l'on peut avoir. Donc la prévention contre le spam, et ensuite un court topo, vraiment quelques phrases en fait sur comment se protéger, mais notamment aussi savoir si on a été compromis, d'accord. Donc savoir si notre serveur de messagerie a été hacké. En réalité, on va le savoir parce qu'on aura quelques indices justement nous provenant de la part d'utilisateurs ou même du serveur de messagerie en lui-même. Alors, qu'est-ce que Kerio Connect, Donc, vraiment très brièvement, qu'est-ce que Kerio en tout cas? Donc, il va avoir des solutions en fait, comme je disais. Donc, serveur de messagerie, email et messaging, voice and video. Donc, ça c'est pour le serveur VoIP basé sur un serveur astérisque, Kerio Operator, et le network security pour le Kerio Control, qui est un appliance, aussi bien en hardware d'ailleurs ou en virtual appliance. Donc, une appliance UTM Firewall. Voilà. Donc depuis peu, ça fait déjà quelques temps, quelques mois, mais maintenant on peut voir que en webmail, et notamment on a aussi une application desktop, donc une application à installer sur le bureau pour l'accès en fait au webmail. Maintenant on a la messagerie instantanée depuis cette application, etc. Donc avec cette nouveauté d'ailleurs, on peut voir maintenant la présence finalement de nos collaborateurs, s'ils sont connectés à leur messagerie, etc., pour leur envoyer un message par exemple instantané, et toute une série de fonctionnalités qu'on retrouve comme cela sur des serveurs de messagerie, et notamment aussi l'intégration avec la téléphonie. Ça peut être intéressant justement si on intègre après un Kerio Operator à Kerio Connect, donc qui est le serveur de VoIP. On va pouvoir par exemple depuis le webmail simplement cliquer sur Call, appeler sur la fiche contact du webmail de Kerio Connect, et Kerio Operator va composer directement le numéro et vous aurez juste à décrocher votre téléphone. Donc voilà, des petites intégrations entre les différents produits qui sont toujours intéressants en fait de mentionner. Donc Kerio Connect, flexible au niveau du déploiement. On a le cloud maintenant, donc le cloud public et privé, si vous voulez un serveur dédié finalement pour votre serveur de messagerie par exemple. Donc on peut vous louer finalement de la part de Kerio un serveur privé
Et donc, bien entendu, le scénario on-premise, qui est le scénario le plus classique. Donc, c'est le serveur de messagerie finalement hébergé directement chez le client final. Donc, toutes les couches de sécurité, notamment au niveau de antiviral et anti-spam. Donc, anti-spam, bien entendu, c'est intéressant parce que c'est un peu le sujet aussi d'aujourd'hui, comment se prémunir des spams. Donc on va voir effectivement au niveau de l'anti-spam, qu'est-ce qu'il y a à activer, à désactiver peut-être, ou à régler. Donc aperçu, donc qu'est-ce que le spam? Donc comme je vous ai dit, c'est toujours intéressant finalement de revoir un peu ces définitions. Alors on va voir que déjà le spam, en réalité, en fait, on va avoir deux familles dans le spam, dont une famille qui va s'appeler réellement spam, en fait. Bon, j'aurais pu lui donner un autre mot, mais bon, les définitions tendent à tellement varier finalement que chacun va avoir à peu près sa définition. Néanmoins, j'ai essayé de me rapprocher du plus possible finalement de la définition la plus générale et commune qu'on peut retrouver sur Internet. Donc on va parler plutôt dans ce cas-là de mails non sollicités plus que de spam, parce que donc on a deux familles dans les mails non sollicités. On va voir les courriers indésirables, qui est plus ou moins la même chose en fait, enfin en tout cas littéralement. Les courriers indésirables, ces courriers indésirables vont être quoi? La plupart du temps, donc des propositions commerciales qui peuvent être sous forme de newsletter et directement donc les newsletters. Donc les newsletters, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait un abonnement que vous avez effectué, vous ou en tout cas l'expéditeur de cette newsletter vous a dans sa base de données. Donc après, même si vous n'êtes pas inscrit sur sa base, peut-être qu'elle a été partagée, peut-être que, alors ça sera aussi l'objet peut-être d'une slide après, j'en parlerai, mais aussi peut-être que quelqu'un de votre société a utilisé votre adresse mail pour s'inscrire à des newsletters. Ça, je l'ai beaucoup eu en fait. Après une longue investigation, c'est après qu'on a su qu'effectivement il y avait eu des petites blagues qui avaient été faites avec l'adresse email de l'expéditeur. Donc voilà, c'est toujours, faut toujours regarder un peu cela. Et ensuite la famille, donc qui est vraiment le spam. Le spam par définition, enfin de manière littérale, qui est dangereux en fait, le spam. Et dans cette famille-là, on va rencontrer tout ce qui est mail de phishing, donc les mails vous invitant à cliquer sur un lien ou pour prendre vos données confidentielles, etc. On va voir les spams avec des virus, soit directement dans la pièce jointe ou des ransomware. Alors petite parenthèse, c'est que faut savoir que le ransomware ne sera jamais vraiment contenu. Donc j'entends par là le code malicieux, le ransomware ne sera jamais contenu dans la pièce jointe en fait d'un mail, d'accord? Ça va être toujours en fait une URL vous invitant à cliquer dessus, soit par le biais d'une macro sur un Word, etc. Mais il faudra savoir que à la différence où effectivement on avait l'habitude de voir il y a quelques temps, parce que maintenant les spammers en réalité c'est terminé ça, parce que ça se fait filtrer directement par le moteur antiviral, mais des points .exe directement, par exemple dans les pièces jointes. Un ransomware en fait ne sera jamais un point .exe. Je vais pas dire que c'est impossible, mais dans le fonctionnement naturel d'un ransomware, ça sera toujours par le biais d'une URL qui sera téléchargée, parce qu'après il y a la partage et l'envoi de la clé privée publique, mais ça fait l'objet d'un autre sujet. Et après les arnaques que l'on peut avoir, donc soit des rencontres un peu coquines, n'est-ce pas, vous invitant après à partager votre numéro de téléphone, votre carte bleue et compagnie. Quelles sont les motivations d'un spammer? Ça, c'est des questions qui sont toujours intéressantes à se poser, et surtout que pas forcément vous, mais les utilisateurs, parce que ça leur permet ensuite, après, peut-être de mieux comprendre, quand on comprend les motivations de quelqu'un, d'essayer de du coup contourner en fait leur méthode, leur tactique pour soit usurper l'identité ou utiliser en fait le fait que vous n'avez pas toute l'attention à ce moment-là et vous allez cliquer donc sur un lien malencontreusement, vous ensuite détournement de clic et puis
le dit ransomware qui est téléchargé tout de suite. Donc les motivations, ça va être bien entendu l'argent dans un premier temps, hein. Surtout quand on parle de ransomware, parce que derrière c'est la rançon qui vous sera demandée après que vos données seront chiffrées. Un détournement de service, donc ça va être plutôt par le biais d'une usurpation d'identité. Détournement de service, donc ça peut être, je sais pas, pour le virement. Donc, par exemple, on va détourner le service de comptabilité, pardon, d'une société pour établir un virement en fait sur un compte en banque du spammer, hein, du hacker, par exemple. Au niveau de papier administratif, des choses comme ça. Donc pour collecter des informations privées, bien entendu, hein, donc que ce soit carte bancaire, etc. Prise de contrôle, donc après pour l'installation d'un malware sur le poste et pour la dite prise de contrôle par la suite pour réaliser par exemple par le spammer des attaques DDoS massives, hein, avec des PC zombies, etc. Et quelles sont les tactiques? Donc les tactiques, on les a déjà mentionnées, mais donc ces tactiques-là en fait sont appelées dans le milieu du hacking, enfin chez les hackers, du social engineering, d'accord? Donc en fait ils vont utiliser en fait les codes sociaux, en fait vos émotions, etc., vos sentiments pour essayer de vous piéger en fait, hein. Donc ça va passer par l'usurpation d'identité, donc se faire passer pour quelqu'un d'autre et du coup le service va nous valider l'accès, nous autoriser cet accès-là par exemple. Ça peut être aussi des opportunités d'investissement, hein. Ça on retrouve beaucoup de pop-up comme ça sur internet, des fois des publicités. Oui, donnez-moi 200 € et vous inquiétez pas, je vais les convertir en des millions. Voilà, bon ça c'est toujours un peu dur. Mais bon, c'est voilà. Loterie gagnante, hein, bien entendu, des fake news, hein, des nouveautés erronées, enfin fausses, etc., etc. Profil d'un spammer, brièvement, toujours intéressant. Donc cette source-là nous vient de Spamos, donc qui est un site de blacklist général. On peut voir certains profils, voilà, donc ça peut être, vous voyez que là pour les 3 profils que j'ai pris, donc ils viennent tous des États-Unis. Et comment vont opérer en fait ces sources de spammers? Alors généralement ça part de très loin parce que là on parle de spammers de haut niveau, hein, c'est des spammers au niveau mondial connus internationalement et puis rechercher tellement des spammers qu'ils en fait en réalité ils sont recherchés par le FBI par exemple. Ils vont utiliser en fait des fausses sociétés tout simplement. Donc il arrive par exemple qu'ils vont créer une fausse société de marketing et envoyer des emailings, essayer de collecter en fait des bases de données email, d'accord? Donc par exemple vous allez vous inscrire à un newsletter. Eux ils vont aller collecter en fait après ces bases de données et puis après derrière les revendre. Et aussi facturer bien entendu des campagnes de spam, hein. Donc vous pouvez tout simplement après les appeler ou leur envoyer même un email. Vous leur payez et puis eux réalisent en fait une campagne de spam avec le produit que vous voulez mettre en avant ou votre ransomware aussi, pourquoi pas, parce que du coup il faut savoir que les hackers qui envoient du ransomware vont faire appel en fait à ces profils de spammers pour envoyer des campagnes de spam en fait, hein. Donc ils vont les payer carrément pour réaliser cela. Donc voilà, comme je disais, ils vont établir ensuite des partenariats avec d'autres spammers, échanger les mailing lists, des partenariats aussi donc avec des hackers pour par exemple l'envoi de campagnes de ransomware. Et ils vont voler, hacker aussi du coup des bases de données, les partager, les revendre. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir certains profils. Donc cette liste complète, en fait, vous pouvez aussi même aller par curiosité aller voir ça sur le site Spamos. On peut voir donc les différentes sources. Le top source en fait, ça c'était pour l'année 2016, des sources de spam. Donc on peut voir que les États-Unis sont en large tête quand même avec la Chine, hein. Donc pour 30% pour eux. On a la Chine, ensuite la Russie. Et un peu donc on a après ensuite entremêlé des pays de l'Est, asiatiques encore beaucoup, etc.
Donc maintenant, quel est l'impact que cela peut produire finalement sur votre entreprise? Donc perte en productivité salariale, bien entendu, parce que les utilisateurs vont prendre du temps à lire, à comprendre, de savoir si c'est un spam ou non, et puis ensuite à cette suppression. Donc et du fait donc la source, en fait, le spam va être une source de distraction. L'indisponibilité, donc liée à un virus ou un malware qui va être par exemple contenu dans une pièce jointe d'un email. Donc ensuite il y a infection et donc indisponibilité des serveurs si cela tombe en panne, s'ils sont infectés, etc. Perte financière. Donc ça peut être des pertes financières assez conséquentes si par exemple il est arrivé dans pas mal d'histoires comme ça que le CEO, donc le PDG d'un groupe, par exemple, a été ciblé par un phishing. Donc c'est-à-dire que le phishing a été minutieusement en fait concocté par le spammer ou le hacker. En destination de ce PDG-là pour essayer vraiment d'essayer de soit d'usurper une identité ou de compromettre finalement le PDG. Ensuite donc le malware ransomware provenant d'un spam bien entendu parce que derrière il y a une disponibilité des serveurs si c'est une base de données SQL par exemple qui a été chiffrée par un ransomware et ensuite derrière il faut bien entendu payer. Perte de réputation, donc si votre serveur de messagerie a été compromis, potentiellement il sera blacklisté, étant donné que les hackers vont utiliser votre messagerie comme relais de spam, d'accord comme je l'ai dit juste en dessous, donc effectivement il sera envoyé pour de l'envoi de spam. Donc maintenant on va voir les techniques de prévention donc contre le spam. Alors, il faut savoir que, et ça c'est le cas dans la plupart des serveurs de messagerie, dans n'importe quel serveur de messagerie, et là on va voir sur Kerio Connect. Donc il y a plusieurs stages, donc plusieurs étapes, plusieurs niveaux. On a la première étape en fait qui est le network stage, donc ça c'est la couche réseau, d'accord. Donc c'est la première étape. Dans la couche réseau, donc lors de la communication entre deux serveurs de messagerie, d'accord, donc le serveur de messagerie de l'expéditeur qui communiquerait avec votre serveur de messagerie, donc celui du destinataire. Première étape, la couche réseau, il va avoir validation de l'IP de l'expéditeur. Donc votre serveur de messagerie va tout simplement, vu qu'on est en couche réseau, donc les entités sont par IP public, donc votre serveur de messagerie va voir si l'IP public de votre expéditeur, tout simplement, est contenu dans une blacklist, oui ou non. Ensuite, on va voir le deuxième niveau qui est la couche de communication. Sur cette couche-là, on va avoir plutôt une validation de l'identité de l'expéditeur. Donc, dans cette couche de communication, niveau validation, par exemple, il y aura la validation de l'enregistrement SPF, DKIM, des marques, domain key, etc., etc. Donc ça, si vous ne connaissez pas cela, ça fait l'objet d'un autre webinaire. Donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube pour cela. Le webinaire devrait s'appeler délivrabilité. Et ensuite, on a la couche d'analyse en fait. Donc ça, c'est la validation du contenu du message. D'accord, donc l'analyse des pièces jointes par le moteur antiviral, l'analyse du corps du message, de l'adresse de l'expéditeur et voir si potentiellement ceci est un spam. Donc ça c'est des scénarios qui n'ont pas finalement servi, on va dire, pour le coup, à se prémunir de spam. Dans ce premier scénario-là, donc c'est la livraison d'emails en direct. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention parfois aux serveurs MX secondaires, parce que j'ai eu le cas déjà de rencontrer ce genre de problème. MX secondaire, donc qu'est-ce que c'est? Généralement, j'imagine que vous avez paramétré par exemple déjà un enregistrement MX de façon à le faire pointer vers votre Kerio Connect. Et dans bien des cas, dans bien des scénarios, on va avoir un second MX, donc un MX2, avec une priorité moindre, qui sera un autre serveur de messagerie, d'accord, qui sera là si jamais le MX1 tombe en panne, d'accord. Donc
pour continuer la délivrabilité, la réception des messages. Le MX2 donc va prendre ces messages-là et voilà, donc il va faire un peu son schmilblick et puis donc, du coup on n'a plus de perte de disponibilité. Le problème qu'on a déjà rencontré en fait avec le MX2, c'est que généralement le MX2, vu que c'est aussi un serveur de messagerie, c'est-à-dire qu'il faut le payer. En règle générale. Alors, pas vraiment, parce qu'on peut très bien utiliser une version open source de serveur de messagerie. Par exemple, Linux, on va avoir Exim, Postfix, bien entendu, et compagnie. Alors, j'ai déjà eu des scénarios, finalement, où le client avait un Postfix en MX2 et le MX1, c'était Kerio Connect. Le problème qu'il se passait, c'est que, en fait, les spammers, à la place d'envoyer directement des mails au MX1, ils envoyaient des spams au MX2. Et ça, il y a des robots de spammers qui sont capables de le faire, que systématiquement, ils vont jamais envoyer au MX1, mais aux autres MX. Et bien entendu, ce serveur postfix, par exemple, ne disposait pas de la performance en couche anti-spam de Kerio Connect, ou soit il n'avait pas du tout d'antivirus ni d'anti-spam. Et effectivement, dans ce cas, vu que le MX2 retournait ensuite les mails au MX1, on va avoir donc du coup un MX2 moins sécurisé et des spammers qui vont pouvoir s'infiltrer en fait dans votre serveur de messagerie MX1 par votre MX2. Donc voilà, ça c'est intéressant toujours de le mentionner parce que c'est des scénarios que j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de le voir. Donc pour le MX2, bien entendu, c'est d'avoir au maximum en fait la même couche d'anti-spam que le MX1, d'accord. Quitte à avoir deux Kerio Connect. Alors il faut savoir que dans cet environnement, pour le MX2, vous pouvez avoir un deuxième Kerio Connect sans pour autant avoir le même nombre de licences en fait que le MX1, d'accord. Donc juste une licence de base 5 utilisateurs suffirait. Pareil, ça fait l'objet aussi d'un autre webinaire. Donc là, on peut voir effectivement si on n'a pas de MX2, hein, du coup, là, pour le coup, forcément, les spammers ne peuvent que attaquer le MX1. Livraison d'email en direct, donc en mode passerelle. Par exemple, donc pour la réception des messages, votre Kerio Connect ne réceptionne pas en direct, donc les messages, mais au préalable, ça sera passé par un FAI, par exemple, ou un relais SMTP, d'accord, ou par une solution anti-spam autre. Le problème, en fait, qui va se passer dans un scénario comme ça, c'est qu'il faut juste savoir que du coup, il va y avoir une réduction de l'efficacité anti-spam du serveur on-point, donc du serveur en destination. Hein. Donc, en l'occurrence, là, dans notre cas, Kerio Connect. Parce que ce qu'il va se passer, on avait vu tout à l'heure les couches, hein, le problème c'est sur la première couche et surtout sur la couche réseau, en fait. Vous voyez que là, par exemple, l'IP source en fait du mail est 1, 2, 3, 4. Donc ce mail-là ensuite est relayé à un serveur de relais avec une IP 5, 6, 7, 8 et ensuite sera donc envoyé à Kerio Connect. Le problème, c'est que Kerio Connect, quand il va voir en fait cette réception d'email, il va voir sur la couche réseau en fait l'IP publique finalement 5, 6, 7, 8 et non pas 1, 2, 3, 4. D'accord. Et donc du coup, en fait, tout simplement, la couche réseau ne fonctionnera pas. Enfin, l'anti-spam, hein, technique de prévention anti-spam sur la couche réseau ne fonctionnera pas si vous avez un relais comme ça SMTP. Donc ça, c'est juste à prendre en considération. Si le relais en entrée est un solution anti-spam, donc je peux mentionner, hein, par exemple AltoSpam, Vaderetro et autres, Titan, etc. Il y en a plein. Il faut savoir que donc ça c'est ok parce que voilà c'est une solution anti-spam. Mais si jamais c'est juste l'objet en fait d'un simple relais SMTP, il faut savoir que cette couche réseau ne fonctionnera pas. Donc c'est une baisse en réduction de l'efficacité, enfin de l'efficacité finalement de l'anti-spam du serveur Kerio Connect. Les blacklists, ça vous devez déjà potentiellement le connaître, vraiment très intéressante. Les blacklists vont fonctionner sur la couche réseau. Bon, là, on parle toujours de la couche réseau. Donc, c'est une base de données en ligne qui va référencer toutes les sources de spam connues par adresse IP. Cela va être la première ligne de défense, étant donné qu'on est sur la couche réseau.
Donc des blacklists assez connus, on a Spamos, dont nous provenaient d'ailleurs les profils finalement des spammers. Spamcop, on a Barracuda par exemple aussi. Et tout ce qui est Sorbs, voilà, c'est vraiment les blacklists les plus connues. Généralement, elles sont déjà en fait intégrées dans votre installation de Carrier Connect par défaut, peut-être hormis Barracuda, hein, mais qui est toujours intéressante à rajouter si vous le souhaitez. Donc pour activer les blacklists, tout simplement, vous allez dans votre console d'administration, configuration, filtre spam, vous avez l'onglet blacklist et là donc vous pouvez décocher les blacklists qui vous plaisent. D'accord ? Ça c'est les niveaux en fait les plus élevés de domaine, donc les TLD. On peut voir en fait des TLD qui sont connus pour être une grosse source de spam, provenant de ces noms de domaine. N'hésitez pas, vous pouvez potentiellement en suivant cette liste-là aller blacklister de manière manuellement en fait ces TLD qui sont des grosses sources de spam. Donc on a les points science, les points stream, points top, etc. Donc pour cela, vous pouvez très bien aller créer une nouvelle règle finalement. Une nouvelle règle directement sur les règles de filtrage de votre Carrier Connect au niveau toujours de la console d'administration, et créer donc une règle avec ces conditions-là. Si jamais l'expéditeur contient le domaine science, stream, etc., donc rejetez le message directement avec un message en disant que le message a été rejeté pour domaine interdit. Alors, n'hésitez pas aussi donc à activer l'anti-spoofing, donc appelé en français l'anti-usurpation d'identité. Cela, vous allez le trouver en fait dans configuration et sécurité. Et effectivement, ici, cela va vous permettre en fait de pouvoir rejeter donc des messages dont le domaine local a été usurpé, comme il a été signifié ici. Un exemple, par exemple une anecdote, j'ai eu l'occasion finalement de voir, même sur mon réseau à moi, donc notre domaine qui est cnrinformatique.com, des adresses email provenant par exemple de imprimante.hp@cnrinformatique.com, qui est une boîte aux lettres bien entendu qui n'existe pas sur mon réseau. Et ça, c'est tout simplement en fait une usurpation en fait de domaine. Donc du coup, cet email, bien entendu, ne venait pas de mon serveur de messagerie, mais provenait de l'extérieur. Mais le spammer en question, en fait, il arrive tout simplement à usurper, en grosso modo, remplacer son adresse expéditeur par votre domaine local à vous, avec en username par exemple imprimante HP, et avec une pièce jointe et c'est un scan. Donc bien entendu, ça tout de suite, c'est des attaques de phishing et vos utilisateurs peuvent tomber dans le panneau. S'ils reçoivent un scan, par exemple, venant de imprimante Xerox votre domaine, son domaine à lui, avec un scan, il va peut-être se dire c'est bon, de toute manière je vais cliquer sur la pièce jointe, je vais bien voir, mais vu que c'est mon domaine, il y a peu de chances que ce soit un spam. Et en réalité, donc voilà, c'est l'usurpation en fait qui a été utilisée comme technique par le spammer. Donc n'hésitez pas vraiment à aller activer finalement cette fonctionnalité, donc qui est l'anti-spoofing. Analyse de contenu. Donc là, on va être plutôt du coup sur la couche 3 finalement. La couche 2, on va pas en parler, donc la couche communication, étant donné que c'est plutôt l'objet d'un autre webinaire, un webinaire d'ailleurs pareil en fait aussi de trentaine de minutes, voire même plus, plutôt 40. Ça va être la troisième étape, enfin la troisième couche du coup. Donc ça c'est le Carrier anti-spam. Donc chez Carrier Connect, vous avez Carrier anti-spam, donc qui est un service de scan en ligne, qui est le moteur qui a derrière, c'est du Bitdefender. Donc Bitdefender qui a été élu déjà plusieurs années consécutives comme la meilleure solution et la meilleure base de données surtout en fait anti-spam. Configuration super simple.
donc c'est juste une case à cocher. Et donc Cario Anti-Spam par contre fait l'office en fait d'une extension payante, hein. Donc en tarif public, il me semble que c'est comme les autres extensions ActiveSync et Antivirus, c'est de l'ordre de 8 € je crois par pack de 5 utilisateurs en tarif public. Et ensuite, on a donc une autre couche, hein, pour l'analyse de contenu. On a aussi en fait donc qui va marcher en complément de Cario Anti-Spam, l'anti-spam Apache, donc de chez Apache, hein, qui est le spam assassin, donc une solution voilà très très répandue, hein, étant donné que c'est une solution open source, on va la retrouver absolument dans tous les serveurs de messagerie, hein, même des fois les petits Postfix, Exim, etc., les petits serveurs SMTP open source. Donc ça va disposer d'une base de données locale. Avec cette base de données locale, on va avoir en fait un filtre par apprentissage, donc par les utilisateurs. Donc c'est-à-dire que quand votre filtre par apprentissage du spam assassin est activé, les utilisateurs, si jamais ils ont l'occasion de déplacer par exemple des mails de leur boîte de réception dans leur courrier indésirable, d'ailleurs il faut les inviter à faire ça, ou même cliquer sur ceci est un spam, le spam assassin en fait va retenir cela et va incrémenter sa propre base de données locale en fait qui est un filtre bayésien. Et petit à petit, en fait, il va effectivement, avec les métadonnées comme ça qu'il collecte avec les utilisateurs déplaçant leur mail de la boîte de réception vers les spams, petit à petit, il va en fait donc incrémenter son algorithme et vous allez voir, alors on parle d'une 50aine de fois, d'accord, il faut déjà environ même 50 fois qu'un utilisateur déplace un mail pour que le filtre bayésien commence à ensuite mettre un score plus élevé à certains messages, dont il considérerait ça comme potentiellement un spam pour l'utilisateur. Il va disposer aussi d'un moteur en fait de scan URL des messages, donc ça c'est intéressant. Si jamais ce sont des attaques de phishing avec des URL allant vous rediriger vers des sites tout simplement malveillants. Donc le webinaire arrive là à sa fin. Maintenant, on va voir comment se protéger des intrusions. Avant de voir comment se protéger des intrusions, on va voir quelques mauvaises pratiques. Donc déjà, comment se protéger des intrusions, ça fait l'office aussi d'un autre webinaire plutôt orienté vraiment sécurité. Où bien entendu, on va au minimum éviter d'avoir par exemple les ports HTTP, hein, tout ce qui est port en fait sans la couche SSL, on va éviter de les utiliser. Donc on va plutôt avoir une politique de sécurité que vous retrouvez dans configuration et sécurité sur la console mine de Cario Connect, où on va dire au minimum d'utiliser une connexion ou une authentification chiffrée systématiquement. Donc ça, pareil, en fait, ça fait l'office aussi d'un autre webinaire. Donc comment se protéger et surtout comment savoir en fait si on a été compromis. Donc dans un premier temps, on va juste faire un listing en fait rapide en fait des mauvaises pratiques d'une messagerie. Alors les mauvaises pratiques les plus courantes, c'est l'envoi d'emailing de la part des utilisateurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir des utilisateurs sur votre réseau qui vont avoir tendance à abuser un peu du serveur de messagerie et envoyer des campagnes d'emailing massives via votre serveur, d'accord, donc via son compte de messagerie. Quand je parle de emailing massif, donc dès lors qu'on commence à aller à plus de 2000 mails d'un seul coup, voilà, c'est une campagne d'emailing quand même. Envoyer un mail dangereux, alors ça peut paraître idiot, mais pareil, j'ai eu déjà l'occasion d'avoir affaire à cela. C'est des utilisateurs ne savant pas si ce mail est un spam, donc on reprend la définition, mais quand je dis spam, donc mail dangereux, vont l'envoyer à un autre utilisateur pour savoir si lui demander est-ce que ça c'est un spam. Bien entendu, du coup, ça peut engendrer que les deux utilisateurs cliquent dessus. Et donc la pièce jointe, bien entendu, c'était un malware, et donc l'infection s'ensuit et vous connaissez la suite. Envoyer de grosses pièces jointes, donc ça voilà, c'est l'une des grosses pratiques, mauvaises pratiques aussi.
Les causes, donc ça peut être un utilisateur bien entendu négligent, d'accord. Soit il ne connaît pas les bonnes pratiques au niveau des emailing, etc. Un mot de passe trop faible. Donc un compte email compromis, d'accord. L'emailing en réalité, vous pouvez voir que ce n'est pas l'utilisateur qui a fait son emailing, hein. Voilà, après l'avoir torturé de longues heures, vous savez enfin qu'effectivement ce n'était pas lui, mais potentiellement en fait un hacker, hein, qui aurait compromis sa boîte aux lettres et envoyé une campagne de spam. Relais ouvert, donc ça c'est si jamais votre serveur de messagerie, pareil, plusieurs fois j'ai déjà eu le cas où un mauvais réglage et en fait le serveur de messagerie est un relais ouvert. Ça, dès que c'est détecté par un spammer, il s'en fait une joie d'utiliser votre un serveur comme un relais de spam. Impact, donc pareil, en fait, lenteur ou délivrabilité impossible. Donc ça c'est pour les mots de passe, hein, quand on parle d'utilisateurs négligents, donc n'hésitez pas depuis Cario Connect, hein, c'est coché et activé par défaut normalement, hein, mais d'utiliser la complexité des mots de passe. Je sais que Rocky, qui est avec 8 caractères requis, une minuscule, majuscule et numéros. Je sais que à chaque fois il y a des utilisateurs, quoique ils commencent à comprendre quand même, hein, de plus en plus de gens comprennent cela, hein, bien entendu, mais des utilisateurs toujours un peu grincheux à l'idée d'avoir un mot de passe un peu trop compliqué. Il faut leur faire comprendre qu'au jour d'aujourd'hui c'est indispensable, hein. Il y a vraiment des choses qui, voilà. Autant on peut être assez indulgent sur certaines choses et puis aller dans le sens du client ou de l'utilisateur, mais il y a des fois il faut mettre vraiment des barrières et disant non, par contre ça c'est pas possible. Activation aussi du découverte des mots de passe, hein. Donc ça c'est les fameuses attaques brute force finalement sur votre serveur. Ces attaques brute force qui sont monnaie courante, hein. Si vous allez sur vos logs security, vous allez voir forcément des tentatives de connexion finalement sur votre SMTP, sur votre serveur de messagerie. Malheureusement ça on ne peut rien y faire. Mais c'est d'activer donc l'anti-brute force quand même. Donc ça normalement c'est activé déjà. Qui est le logging guessing protection, qui va permettre en fait au bout de par exemple 5 tentatives échouées de bloquer en fait l'accès pendant un certain nombre de temps en fait à cette boîte aux lettres pour éviter que le spammer, le hacker puisse comme ça découvrir le mot de passe petit à petit en fait, hein. Donc attaque par dictionnaire. C'est ce que je disais aussi, donc ça fait l'office aussi d'un webinaire complet là-dessus. En politique de sécurité, donc c'est d'activer en fait une politique de connexion chiffrée, d'accord, à Cario. Donc ça se trouve dans configuration security et donc ça vous permet quoi? Que les utilisateurs, même s'ils vont se connecter par exemple en webmail en HTTP, ils seront systématiquement redirigés vers l'interface HTTPS, d'accord? Donc avec la couche SSL. Et c'est le même phénomène pour chacun des protocoles et services que vous utilisez sur Cario Connect. Par exemple, si un utilisateur voudrait se connecter en IMAP, il sera redirigé l'invitant à se connecter plutôt en IMAP S, d'accord, avec la couche SSL. Donc ça c'est plutôt intéressant à utiliser. Le backscattering, donc on va essayer là de ça passer brièvement, mais ce qu'est le backscattering, donc en fait c'est une technique aussi employée par les spammers et ils vont en fait exploiter finalement une faille dans votre système, en fait qu'on appelle email bounce. Alors, par exemple, votre serveur de messagerie rejette un message parce que vous avez une règle personnalisée qui interdit l'expéditeur de vous envoyer un message. Ou je sais pas, par exemple, votre score de spam est trop élevé. Donc ça, je parle d'une notification d'erreur, hein, qui est envoyée par votre serveur de messagerie à l'expéditeur qui vous envoyait à la base un message. Et votre serveur de messagerie répond par une notification comme quoi, désolé, là on peut voir dans le schéma, nope. Et donc on a un mail de delivery system disant finalement
à l'expéditeur que son message a été rejeté, etc. Les spammers peuvent utiliser ça en fait pour usurper un peu une identité. Donc comme on peut voir dans cette animation là, par exemple le spammer enverrait, par exemple en expéditeur, il envoie comme expéditeur Sally, donc c'est-à-dire que déjà il a usurpé l'identité de Sally. Pardon, il envoie à Sally depuis l'utilisateur Bob. Il envoie au serveur SMTP, donc votre serveur, il est traité, votre serveur SMTP répond tout simplement que, par exemple, Sally n'existe pas, d'accord? Et le mail delivery subsystem va être envoyé, donc du coup, finalement, à Bob derrière. Sauf que vu que, en fait, il est non existant sur votre serveur, donc votre serveur de messagerie, pour le mail delivery system, va le renvoyer sur Internet et va le rerouter vers en réalité le bon serveur. Et cela permet en fait finalement d'usurper comme ça les identités de domaine. Ou de spammer des autres gens, des autres personnes, hein, de manière indirecte. Hein. Parce que Bob, bien entendu, en fait, c'est l'office d'un autre serveur de messagerie sur Internet. Donc comme cela, en fait, des spammers vont pouvoir utiliser certains serveurs de messagerie en utilisant par exemple les mails de notification, mail delivery subsystem, pour pouvoir spammer d'autres serveurs. Et le problème dans cet environnement-là, c'est que votre serveur, du coup, qui envoie les mails de notification d'erreur, mail delivery system, sera perçu aussi comme blacklist parce que vous allez envoyer en fait une telle quantité de notifications d'erreur que sur Internet, vous allez être perçu comme un spammer également. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse parce que c'est difficile en plus de détecter. Alors, ça peut être réglé. Pour se prémunir en fait du backscattering, c'est d'éviter au maximum en fait de faire du domain forwarding si possible, ou soit vraiment de le contrôler. Donc si vous êtes dans un scénario où depuis configuration domaine et dans l'onglet forwarding, donc faire suivre, vous avez un adresse IP ici. Si possible, ne pas le faire, mais bon, si vous êtes dans un scénario où vous êtes obligé, ce qui est louable, hein, c'est de faire attention, de bien contrôler le tout parce qu'il faut savoir que du coup des spammers, s'ils savent ça, ils vont pouvoir utiliser potentiellement votre serveur comme un serveur de spam de relais. Et niveau SMTP security, donc politique de sécurité, hein, au niveau du SMTP, bien entendu, ça c'est d'essayer de cocher au maximum toutes les cases. Hein. Par défaut, certaines cases ne sont pas cochées, mais c'est au mieux, dans le meilleur des cas, c'est de cocher toutes les cases. D'accord. Je vais pas parler ici dans ce webinaire de toutes les lignes, hein, exactement ce qu'elles font. Ça fait pareil l'objet d'un autre webinaire sur plutôt porter vraiment la sécurité du serveur de messagerie. Mais voilà, je sais que certaines ne sont pas forcément activées par défaut, je crois, une première installation, mais c'est toujours intéressant de toutes les cocher. Et généralement, les chiffres qui sont indiqués ensuite dans les différents champs sont plutôt corrects, hein, d'accord, vont correspondre à peu près aux best practices, hein, qu'on peut retrouver sur les serveurs de messagerie. Et enfin, donc pour vous aider dans cette lutte, finalement après contre les spammers, les hackers, hein, les serveurs de messagerie compromis, c'est d'utiliser certaines solutions de monitoring. Donc vous en avez une gratuite, qui va faire du monitoring assez basique en version gratuite, mais par exemple MX Toolbox, hein, voilà, ça doit être un site qui doit être dans votre favori si vous êtes vraiment dans le milieu de la messagerie, parce qu'il va disposer aussi d'outils, hein, vous permettant d'aller établir des diagnostics à distance sur des serveurs de messagerie, donc qui est vraiment très très utile comme site web. Donc, savoir si notre serveur est compromis maintenant. Donc, ça, cette dernière slide. Et puis, de toute façon, j'ai terminé. Bon, il y en a deux, mais on va essayer de terminer brièvement. Suis-je compromis? Donc, déjà, dans un premier temps, si vous l'êtes, en tout cas, ou si vous pensez l'être, vous allez avoir des indices, forcément. Enfin, forcément. Dans la plupart des cas, on va dire 90% des cas, vous aurez des indices. Vous êtes blacklisté, déjà dans un premier temps, ou des utilisateurs, ou même des fois c'est même curieux, mais juste un utilisateur est blacklisté, par exemple. Donc ça peut vous donner une idée.
Un utilisateur se plaint que son quota est dépassé, par exemple parce que il aurait envoyé soi-disant beaucoup de messages alors que ce n'est pas le cas. Lenteur au niveau du serveur de messagerie, d'accord? Donc votre serveur de messagerie plante, il est vraiment très long, les utilisateurs se plaignent de lenteur, etc. Surtout au niveau du webmail par exemple. Donc c'est que probablement, peut-être que votre serveur de messagerie fait l'office actuellement d'une campagne d'emailing de spammer. Un utilisateur se plaint, ça c'est vachement intéressant, ça tout de suite ça met la puce à l'oreille immédiatement. Un utilisateur se plaint de recevoir des réponses à des mails qu'il n'a jamais envoyés. Tout de suite, c'est très curieux et j'ai envie de dire dans 99% des cas, c'est parce que sa boîte aux lettres a été tout simplement compromise et des mails son compte a été utilisé, donc son login et mot de passe pour envoyer des mails de spam. Donc les causes, donc comme je disais, un compte est compromis et votre serveur est utilisé comme relais de spam. Grande quantité de mails dans la file d'attente, d'accord, de spam. Ça peut être des attaques DDoS aussi. Alors ça a été rare, mais j'ai pu rencontrer aussi, mais ça va être plutôt sur la couche réseau, donc c'est plutôt à détecter après sur le firewall UTM. Et l'impact, donc bien entendu toujours des lenteurs et une délivrabilité impossible. Donc comment le vérifier? Il y a 3 grandes choses en fait, et généralement ces 3 choses suffisent finalement quand vous avez un doute et que vous voulez faire la lumière sur cette interrogation. La file d'attente, donc comme je disais avant, c'est d'aller vérifier souvent en fait la file d'attente, voir en fait si vous avez une grande quantité de mails qui passeraient par la file d'attente, et regarder si vous avez une grande quantité de mails, et regardez si vous avez des expéditeurs ou destinataires suspicieux. D'accord. Si vous avez par exemple dans la file d'attente de Kerio Connect, donc c'est depuis la console d'administration, donc dans statut file d'attente queue. Par exemple, si vous avez un expéditeur, un de vos utilisateurs en expéditeur et un destinataire, vous avez plein de boîtes aux lettres du type Yahoo ou des adresses un peu bidons, AOL, etc., avec des usernames avec des numéros dedans, etc. C'est que certainement ce n'est pas vraiment votre utilisateur qui s'amuse à envoyer ce type de mail, mais c'est que probablement son mot de passe a été compromis, et donc son compte est utilisé par actuellement un spammer. Pareil, le log mail aussi, donc en complémentarité avec la file d'attente, vous allez essayer de voir en fait si vous avez des grandes vagues d'emails, correspondant à de longs paragraphes, toujours la même ligne dans le log mail. Ça va être utile plus que la file d'attente, parce que là vous allez pouvoir voir selon l'horaire. Donc, si l'utilisateur vous dit, apparemment, j'ai des réponses à des mails, de mails que j'aurais envoyés à telle heure. Là, vous allez pouvoir voir dans le log mail qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et pour savoir si finalement une boîte aux lettres a été compromis, donc si un hacker s'amuse à utiliser une boîte aux lettres, c'est de regarder le log audit dans Kerio Connect. Vérifiez donc les adresses IP publiques se connectant au SMTP de Kerio Connect. C'est-à-dire que si vous observez le log audit, dedans vous allez avoir en fait, qu'est-ce que le log audit déjà, c'est tout simplement en fait les authentifications de chacun des utilisateurs, d'accord. Donc par exemple un utilisateur se connecte avec ouvre son Outlook, donc ça va faire l'office d'une authentification en HTTPS au serveur SMTP de Kerio Connect pour l'envoi de mails, la réception, etc. Et c'est d'aller regarder finalement plutôt donc du coup les adresses publiques, quoique ça peut être une adresse IP locale et un PC vérolé avec un spam mode dessus, mais généralement c'est plutôt des adresses IP publiques provenant de pays ou provenant de pays tout simplement non francophones ou non français, tout simplement ne provenant pas de la France. Moi j'ai eu l'occasion de voir comme ça, donc effectivement je voyais déjà dans les log mails des mails suspicieux qui avaient été envoyés avec des adresses un peu bizarres, et on pouvait voir par exemple que systématiquement l'utilisateur en question qui avait soi-disant envoyé ces mails-là, on avait des authentifications, par exemple toutes les 10 minutes provenant d'IP ukrainiennes, d'IP chinoises, etc. Donc
Ça veut bien dire que il y avait bien un spammer derrière qui utilisait ça de manière à pouvoir envoyer ces campagnes frauduleuses. Bon. Donc avec ces trois éléments, si effectivement vous avez des doutes et certains indices, comme j'ai mentionné tout à l'heure, généralement ces trois éléments suffisent déjà plus ou moins à lever le doute sur cette interrogation. Bien écoutez, le webinaire touche à sa fin. Alors, si vous avez ensuite des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Vous pouvez m'envoyer directement à michael.p@cnrinformatique.com. J'ai mentionné également en fait des webinaires tout à l'heure en fait, notamment plutôt sur la sécurité ou la délivrabilité qui correspondait plutôt à la couche finalement. À la couche de communication, voilà la couche 2. N'hésitez pas, si vous allez sur YouTube et que vous tapez cnrinformatique.com, vous pouvez accéder à notre chaîne YouTube où j'upload systématiquement des vidéos sur cette chaîne de tous les webinaires mais également autres. Donc si vous allez ensuite sur la petite loupe et sur notre chaîne YouTube et que vous tapez par exemple dessus délivrabilité, vous allez tomber d'ailleurs donc sur une vidéo web TV, donc les vidéos web TV qui sont plutôt des vidéos de 5 minutes, et puis des webinaires complets, par exemple comment améliorer la délivrabilité de ces mails, là, plutôt de 47 minutes, vous expliquant plutôt tout le processus et comment authentifier votre serveur des messageries pour la couche de communication, donc la couche 2. D'accord. Et ainsi de suite, et un nombre aussi, beaucoup de webinaires différents. D'accord. Écoutez, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un mail. Et puis en vous souhaitant une très bonne journée. Au revoir.